posée et lue par Marissa Rachel. Simone de Beauvoir, Une mort très douce, aux éditions Folio. Peut-être Simone de Beauvoir a-t-elle donné d'elle-même, dans ses 160 petites pages, sinon le meilleur d'elle-même, au moins le plus secret. Extrait. Le dimanche, elle avait encore les yeux mi-clos, la mémoire assoupie, et les mots tombés de sa bouche en gouttes pâteuses. Elle m'a de nouveau décrit son calvaire. Quelque chose tout de même l'a réconfortée, qu'on l'eût transportée dans cette clinique dont elle surestimait les vertus. À Boucicaut, ils m'auraient opéré hier. Ici, il paraît que c'est la meilleure clinique de Paris. Et comme le plaisir d'approuver n'était complet pour elle que s'il se doublait d'une condamnation, elle ajoutait, faisant allusion à un établissement voisin, « C'est beaucoup mieux que la clinique G. On m'a dit que la clinique G n'est pas bien du tout. Depuis longtemps, je n'avais pas si bien dormi. » me dit-elle le lundi. Elle avait retrouvé son visage normal, une voix nette, et ses yeux voyaient. Ses souvenirs étaient en ordre. « Il faudra envoyer des fleurs à la doctoresse Lacroix. » Je promis de m'en charger. « Et les agents, est-ce qu'il ne faut pas leur donner quelque chose? Je les ai dérangés. » J'ai du mal à la dissuader. Elle s'est appuyée contre ses oreillers, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit avec décision. « Vois-tu, j'ai abusé. Je me suis trop fatiguée. J'ai été au bout de mon rouleau. Je ne voulais pas admettre que j'étais vieille. Mais il faut savoir regarder les choses en face. Dans quelques jours, j'ai 78 ans. C'est un grand âge. Je dois m'organiser en conséquence. Je vais tourner une page. » Je l'ai considérée avec admiration. Elle s'était longtemps obstinée à se croire jeune. À une phrase maladroite de son gendre, elle avait répliqué un jour d'une voix fâchée « Je le sais que je suis vieille, et ça m'est assez désagréable. Je ne veux pas qu'on me le rappelle. » Soudain, émergeant des brumes où elle avait flotté pendant 3 jours, elle trouvait la force d'affronter, lucide et résolue, ses 78 ans. Je vais tourner une page. Elle avait tourné une page avec un étonnant courage après la mort de mon père. Elle en avait eu un violent chagrin, mais elle ne s'était pas enlisée dans son passé. Elle avait profité de sa liberté retrouvée pour se reconstruire une existence conforme à ses goûts. Papa ne lui laissait pas un sou, et elle avait 54 ans. Elle avait passé des examens, fait des stages, et obtenu un certificat qui lui avait permis de travailler comme aide bibliothécaire dans les services de la Croix-Rouge. Elle avait réappris à monter à bicyclette pour se rendre à son bureau. Après la guerre, elle comptait faire de la couture à domicile. Je m'étais alors trouvée en mesure de l'aider. Mais l'oisiveté ne lui convenait pas. Avide de vivre enfin à sa guise, elle s'était inventé une foule d'activités. Elle s'était occupée bénévolement de la bibliothèque d'un préventorium, aux environs de Paris, puis de celle d'un cercle catholique de son quartier. Elle aimait manipuler des livres, les couvrir, les classer, tenir des fiches, donner des conseils aux lecteurs. Elle étudiait l'allemand, l'italien, entretenait son anglais. Elle brodait dans des ouvroirs, elle participait à des ventes de charité, elle suivait des conférences. Elle s'était fait un grand nombre de nouvelles amies. Elle avait renoué aussi avec d'anciennes relations et des parents que la morosité de mon père avait éloignés. Elle les réunissait gaiement dans son studio. Elle avait pu enfin satisfaire un de ses désirs les plus obstinés, voyager. Elle luttait pied à pied contre l'ankylose qui raidissait ses jambes. Elle alla voir ma sœur à Vienne, à Milan. L'été, elle trottinait à travers les rues de Florence et de Rome. Elle visitait les musées de Belgique et de Hollande. Ces derniers temps, presque paralysée, elle avait renoncé à courir le monde. Mais quand des amis, des cousins l'invitaient à la campagne ou en province, rien ne l'arrêtait. Elle n'hésitait pas à se faire hisser dans le train par le contrôleur. Sa plus grande joie, c'était de rouler en auto. Récemment, sa petite nièce, Catherine, l'avait amenée à Mérignac, de nuit, en 2 chevaux. Plus de 450 km.
Elle était descendue de voiture, fraîche comme une fleur. Sa vitalité m'émerveillait, je respectais sa vaillance. Pourquoi, aussitôt la parole retrouvée, prononçait-elle des mots qui me glaçaient? Évoquant sa nuit à Boucicaut, elle me dit « Les femmes du peuple, tu sais comme elles sont, elles geignent. » Les infirmières dans les hôpitaux, elles ne travaillent que pour l'argent, alors... C'était des phrases routinières, mécaniques comme la respiration, mais tout de même animées par sa conscience. Impossible de les entendre sans gêne. Je m'attristais du contraste entre la vérité de son corps souffrant et les billevesées dont sa tête était farcie. La kinésithérapeute s'approcha du lit, rabattit le drap, empoigna la jambe gauche de maman. Sa chemise de nuit ouverte, celle-ci exhibait avec indifférence son ventre froissé, plissé de rides minuscules, et son pubis chauve. « Je n'ai plus aucune pudeur », a-t-elle dit d'un air surpris. « Tu as bien raison, lui dis-je. » Mais je me détournai, et je m'absorbais dans la contemplation du jardin. Voir le sexe de ma mère, ça m'avait fait un choc. Aucun corps n'existait moins pour moi, n'existait davantage. Enfant, je l'avais chéri. Adolescente, il m'avait inspiré une répulsion inquiète. C'est classique. Et je trouvais normal qu'il eût conservé ce double caractère, répugnant et sacré, un tabou. Tout de même, je m'étonnais de la violence de mon déplaisir. Le consentement insouciant de ma mère l'aggravait. Elle renonçait aux interdits, aux consignes qui l'avaient opprimée pendant toute sa vie, je l'en approuvais. Seulement, ce corps, réduit soudain par cette démission à n'être qu'un corps, ne différait plus guère d'une dépouille, pauvre carcasse sans défense, palpée, manipulée par des mains professionnelles, où la vie ne semblait se prolonger que par une inertie stupide. Pour moi, ma mère avait toujours existé et je n'avais jamais sérieusement pensé que je la verrais disparaître un jour, bientôt. Sa fin se situait, comme sa naissance, dans un temps mythique. Quand je me disais « elle a l'âge de mourir », c'était des mots vides, comme tant de mots. Pour la première fois, j'apercevais en elle un cadavre en sursis. Le lendemain matin, j'allais acheter les chemises de nuit réclamées par les infirmières. Courtes, sinon des plis se forment sous les fesses et provoquent des escarres. « Vous voulez des nuisettes, des chemises baby-doll ?» me demandaient les vendeuses. Je palpais des lingeries aussi frivoles que leur nom, aux nuances tendres, mousseuses, faites pour des corps jeunes et gais. C'était une belle journée d'automne, au ciel bleu. Je marchais à travers un monde de couleurs de plomb et je me rendis compte que l'accident de ma mère me frappait beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Je ne savais pas trop pourquoi. Il l'avait arrachée à son cadre, à son rôle, aux images figées dans lesquelles je l'emprisonnais. Je la reconnaissais dans cette alité, mais je ne reconnaissais pas la pitié ni l'espèce de désarroi qu'elle suscitait en moi. Je finis par me décider pour des chemises 3/4, roses, avec des pois blancs. C'était un extrait de Simone de Beauvoir, Une mort très douce, édition Folio.